Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Les femmes sont encore trop rares dans le monde de l'auto, mais mon invité a fait encore plus fort. C'est l'une des rares femmes photographes spécialisées dans la bagnole. Elle a réussi à s'imposer grâce à son regard très affûté, mais aussi par son côté bourreau de travail. Son truc à elle, ce sont plutôt les belles carrosseries d'antan qu'elle magnifie de préférence à la lumière naturelle et avec un minimum d'artifice. Une certaine idée de la photographie, authentique et sans filtre, un peu à l'image de mon invité, Cathy Dubuisson. Salut Cathy. Salut Vincent. Ça va bien ? Ouais. J'ai vu que ma présentation t'a bien plu. Oui, ça m'a bien plu, ça me ressemble, donc là ça va, je ne dirai rien. Bon, bah, c'est super. Il faut rester naturel. Oui, et comme je disais, ça, c'est vraiment ma connaissance. Moi, personnellement, je n'ai côtoyé que 2 photographes femmes dans toute ma carrière. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Hein. Et Ouais. toi, et Sandrine Haas, qui travaille dans le sport automobile en Belgique. Ah oui. Et j'en ai jamais côtoyé d'autres. Je n'ai jamais entendu parler d'autres. Vous êtes peut-être les 2 seuls au monde. Non, alors en photo, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. En vidéo, Ah, il y a beaucoup plus de femmes. ouais. Et ça, alors c'est récent. C'est assez récent quand même, parce que moi j'ai commencé, j'ose même plus le dire, vers fin des années 80. Ouais. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de femmes photographes. Il y Ouais. avait quasiment... Non. Ouais. J'étais le seul. J'étais quasiment la seule. Et maintenant, je deviens un peu dinosaure. 35 ans après, au moins, ça commence à faire un petit peu dinosaure. Mais j'assume. J'assume mon rôle d'arrière-grand-mère de la femme photographe. De la femme photographe. De la femme Ouais, photographe précisons quand même. dans l'automobile. Dans l'automobile. Précisons Oui, bien. Oui. Bon, alors justement, qu'est-ce qui t'a intéressé en premier ? Les voitures ou la photo ? Alors, un peu les voitures, la photo, les voyages. Ah, Non, en gros, quand j'étais petite, je voulais être soit grand reporter, ouais. pilote de rallye Ouais. ou hôtesse de l'air. Ah ouais. Hôtesse de l'air, non pas pour servir les gens, mais plutôt pour voyager. Parce que, vu mon Attention, caractère... hein, si tu dis des hôtesses de l'air qui sont juste bonnes à servir le café, tu vas te fâcher avec toute une profession, je pense. Ouais, Hein. tout à fait. Mais c'est quand même... Enfin, j'ai des amis IE, hôtesse de l'air, qui m'ont dit non, effectivement, on sert quand même essentiellement au service et au bien-être du passager. Voilà. Donc je me suis dit non, c'est hôtesse de l'air, ça va pas le faire. Donc du coup, voilà. Donc j'ai fait un mix entre grand reporter, entre pilote de rallye. Le côté pilote de rallye, c'était l'influence Michel Mouton ? Ouais, il y a eu ça. J'ai eu la chance aussi quand j'avais entre 11 et 14 ans de rencontrer Harry Vatanen. Ah ouais. Et ouais. Ah ouais, ça Donc, c'est le à genre de, Paris. Donc, de ça, rencontre c'est pas qui mal. marque. Mon Hein. papa m'emmenait. C'est vrai qu'on faisait tous les départs de Monte-Carlo, du rallye de Monte-Carlo, même quand ça passait du départ du Dakar aussi, parce Ouais. que à l'époque. Quand ça a débuté, donc c'était quoi ? C'était 76, 78 78, je 78. crois. Ouais. Il y avait les départs donc au niveau de Paris. Ouais. Et là, on y allait, tous les... mmh. Vite. Le 31, on finissait la soirée. Bon, avec les parents, ça va, la soirée du 31 décembre. Et le 1er janvier, c'était départ Ouais. du Dakar. Donc, résultat, le prologue, plutôt. Et là, hop, on enfilait le jean, tout ça. Et hop, on partait voir ça. Donc, j'ai adoré ça. Ouais. Et puis ça a continué quand j'ai eu quand j'ai grandi, donc 18-19 ans, on est plutôt avec les potes à faire les soirées du 31 décembre. Et là je disais, j'avais une bonne amie avec qui on a fait les 400 coups au lycée. Je te dirai d'ailleurs comment ça c'est parti. Et là, on disait, les gars, salut, nous on se sauve. Et on partait sur... À minuit 1, après la bise, Ouais, c'est ça. salut. Allez hop, et là on enfilait les grosses pompes, les baskets, le jean, tout ça. On prenait les boîtiers. Nos fausses cartes de presse et d'accréditation. On va y revenir, Voilà. je pense. Ouais.
Et voilà, et puis on partait, et on arrivait à monter quand même sur le podium de là où partaient les voitures. Ah ouais. Donc ça, c'était... Au culot. C'était les belles années, ouais. Ouais. C'était canon. Enfin, franchement, je suis hyper contente d'avoir connu ça, parce que maintenant, c'est plus possible. C'est différent, on va dire que c'est différent. Voilà. Et alors, la rencontre avec la photo, c'est à quel moment? Je sais qu'on t'a offert ton premier réflexe à 12 ans. Ça date à peu près... Ouais, quand j'avais 10-12 ans, papa aimait les beaux objets. Donc, vélo, il a fait énormément de vélos, donc résultat, il avait des super vélos, mais pour s'en servir, non pas juste pour collectionner, pas pour collectionner, mais pour s'en servir. Et les appareils photo, c'était pareil, donc il prenait un peu les derniers cris. Bon, il s'en servait, allez, à 20%, comme même je pense qu'aujourd'hui, avec les boîtiers qu'on a, on s'en sert, elle est peut-être à 30%, mais c'est largement suffisant. Et donc, du coup, j'ai toujours vu des beaux appareils. J'ai testé sur des appareils plus simples, et la photo, c'est venu comme ça, parce que j'adorais. Et dans ma petite tête, j'aimais bien être sur le devant de la scène, pour être sur les événements. Alors, pas être dans le public, j'ai jamais aimé ça, mais pour être en dehors du public. Et je me suis dit, faut que je veux avoir un métier où je ne suis pas dans le public. Je montre. Je suis aux premières loges. Voilà, je suis aux premières loges, non pas pour avoir le melon. C'était pas du tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose. Je voulais être à un endroit où je pouvais montrer aux autres ce que je pouvais voir de là où j'étais. Voilà. Une vision un peu différente. Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça grâce à papa. Et puis au fur et à mesure, je prenais ces appareils, photos. L'avantage de la photo, c'est que on peut en faire tout le temps. Alors, à l'époque, c'était pas gratuit. Parce à l'époque, ça coûtait des ronds quand même, les films. Surtout quand on est jeune et qu'on a que de l'argent de poche. Voilà, donc là, quand on est très jeune, l'avantage, c'est merci papa, merci maman. Là, on peut dire merci aux parents. Donc ça c'était bien. Et donc, c'était papa qui achetait les pellicules, qui les faisait aussi développer. Tant qu'à faire, parce que, de rien, il y avait le développement à l'époque. C'est clair, Donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on pouvait s'entraîner sur tout et n'importe quoi. Donc, papa me disait que la photo n'était pas un métier. Donc, il n'a jamais voulu me payer d'école de photo. C'est fou, ça. Ouais. Mais, alors, voilà. C'est un regret? Alors, oui et non. Les écoles de photo sont très bien pour t'apprendre tout ce qui est technique. Enfin, de ce que je pense, c'est super, parce que tu vois les gamins qui sortent d'écoles... connu, moins connu, peu importe, mais ça t'apprend vraiment bien la technique, que ça soit au niveau de l'appareil photo ou de l'éclairage. Par contre, je pense que si tu veux devenir photographe et que tu n'as pas l'œil, le cadrage dans l'œil, une école de photo va t'apprendre la technique, mais elle ne t'apprendra pas à composer, à avoir réellement ce que tu veux au final. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que si tu as l'œil photo, c'est un plus. Donc, résultat, la technique, je ne l'ai pas apprise, et j'ai compensé par mon savoir-faire et au côté débrouillard que j'ai, pour justement arriver à avoir le résultat que j'avais dans ma tête. Donc la technique aujourd'hui, je l'ai pas. Je l'ai toujours pas. Mais, scoop, révélation. Comme la plupart des femmes, quand on achète un produit, il y a un bouquin énorme. Non mais les hommes c'est pareil, je te rassure. Qui va lire le côté technique du bouquin qui fait 15 cm? Personne. Et moi, je revendique mon côté féminin, masculin. Je ne lis pas les docs techniques. Ce qui est une grosse erreur. Parce que parfois, ça nous ferait gagner quand même sacrément du temps. Ça t'a joué des tours, des fois. Ouais, là, complètement. Donc voilà, donc le côté technique, je ne l'ai pas. Donc je le compense, mais je vais le compenser par des choses qui sont plus naturelles. Alors, c'est vrai qu'essentiellement, je travaille tout le temps en extérieur. Ça m'arrive, voilà, où on travaille un peu à l'extérieur, mais j'évite de faire de la photo studio. J'en ai fait un peu, c'est très technique. C'est moins ce que je préfère, parce qu'on est plus... on reste à un endroit, on est en train de chiader sur le moindre petit détail, et ça, c'est pas du tout moi. J'aime bien... mais t'aimes les grands espaces. J'aime les grands espaces, les choses qui vont vite.
Même si il y a des moments, on est obligé de prendre du temps. Mais voilà, je suis un petit peu un électron qui bouge dans tous les sens. Un peu impulsive. Ouais. Et du coup, la photo studio, je sais pas faire. Je sais pas faire parce que ça me ressemble pas. Oui. Et je pense que on photographie bien ce qu'on aime et ce qu'on ressent. Et je pense que mes photos me ressemblent aussi. Voilà, c'est des photos naturelles, chaleureuses, et puis qui racontent une histoire. Parce que à chaque prise de vue, on a une histoire. Et c'est ça qui est magique. Et on s'en souvient, et ça, voilà, c'est chouette. C'est beau. Vous la voyez pas, mais elle a un sourire de plénitude, là, un sourire un peu béat, là, c'est beau à voir. Eh oui. Mais même en photographiant, oui. Je souris derrière l'appareil. Tu souris bêtement derrière ton boîtier. Ouais, non. Mais il y a des moments où on fait des portraits de collectionneurs. Oui. Notamment avec les magazines pour lesquels je travaille. Et souvent, je leur fais « Allez, on fait un petit sourire !» Mais je décolle pas le boîtier de mon visage. Ils comprennent bien. Et quand je les vois sourire, je souris derrière, aussi derrière mon boîtier. C'est communicatif. Ouais, mais c'est ça qui est chouette. L'échange. Ouais, c'est beau. On va revenir à tes années lycée et les 400 coups avec cette fameuse meilleure amie. Donc, effectivement, tu disais que vous faisiez des fausses cartes de presse pour vous faire accréditer à des événements. Oui. Raconte-nous à quel genre d'événement vous arriviez à vous incruster, comment ça se passait. Alors, on était dans les années à partir de 1985. Donc, on était encore au lycée. Et résultat, avec Sandrine, donc, qui est partie, maintenant ça fait une 30aine d'années qu'elle est partie vivre aux États-Unis et elle est remontée sur le Canada. Donc ça a été triste, mais voilà. Mais avec elle, on voulait travailler dans tout ce qui était télé ou photo. Donc résultat, on a commencé à faire de la figuration pour des émissions de télé. Donc ça, c'était un grand moment de solitude. Mais génial, enfin, c'était assez marrant. Tu étais dans le public, c'était quoi la figuration télé Alors, on était encore au lycée, et il y a eu, enfin, c'était fin lycée, et donc on arrivait à faire de la figuration pour des émissions de télé, pour aujourd'hui, maintenant, c'est France 2. Et donc voilà, et sinon, juste avant lycée, donc on essayait de travailler à peu près correctement pour avoir la paix vis-à-vis Passe ton bac d'abord. de nos parents. Et sinon, on était toujours en train de rechercher. Donc, on a réussi à rentrer gratos grâce à nos fausses cartes de presse écrites à la main de façon dactylo. Je dois en avoir encore un exemplaire que j'ai gardé. Comment c'est possible, ça ? C'était juste... Non, mais quand on réfléchit maintenant, on se dit, mais c'est juste pas possible. Enfin, c'est complètement... Mais on était crétines. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot. C'était ça. Et donc, carte de presse sur un espèce de Bristol, à petits carreaux. Donc, en train d'écrire façon dactylo les lettres moitié majuscules, tout ça. Et le bleu, blanc, rouge... Donc en travers de la carte, elle était faite au crayon de couleur. Oui, c'était incroyable. Et donc on était en fin de lycée, et là ma copine arrive à choper un stage. À l'époque, c'était la 5, voilà, la chaîne qui s'était créée dans les fins des années 80. Et donc là, elle récupère un stage. Et je lui dis, prends tout ce qui est en feuille intitulé, enfin avec le... Oui, les feuilles en tête. Les feuilles en tête, la 5. Et là, on se faisait nous-mêmes la prescription, c'est bon, tu peux y aller. Oh, le culot des nanas, quoi. Ouais, incroyable. Donc on a réussi donc à être sur les concerts de Bronski Beat. À l'époque, c'était de Communard. Ouais. On a fait ça. Tout gratos, mais on rentrait avec... moi, j'avais mes boîtiers à l'époque, donc j'avais déjà 2 boîtiers. Ah ouais. Canon F1. Ouais.
qui Ah pesait ouais. aussi, voilà. Donc j'allais avec les deux Ah, mais boîtiers. t'avais du matos de pro, Ah quoi. oui, il y avait ça, on avait les accrèdes, tout, enfin bref, voilà. Donc, En fait, je pense que ce qui impressionnait plus les vigiles, c'était plus les boîtiers peut-être que les fausses cartes de presse. oui, Quoi. et puis c'est surtout qu'on y allait d'un pas, mais hyper Bah assuré. oui, genre, Donc là, genre je suis allez, chez moi, quoi. ouais, c'est ça. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc on a fait ça, j'ai fait le défilé de Jean-Paul Goude sur Ouais. les champs. Gauthier. Non, Ah c'était non, Jean-Paul ah oui, Goude. le défilé de 1989 Ouais. pour le bicentenaire. Voilà, ouais. Ah ouais, ça doit être un truc Impressionnant. incroyable, ça. Impressionnant. Ça, plus tous les défilés du 14 juillet, tout ça. Ouais, ouais. Je me suis fait poursuivre par les... Oui, enfin bref. Voilà. T'en Par as la trop dit ou police. pas assez, là. Faut y aller, maintenant, là. Mais bon. Donc voilà. Mais il y a des choses que mes parents ne savent pas. Ah, bah, ils écoutent Ok. pas, ils écoutent pas. Je vais pas les faire écouter. Donc voilà. Et plus, après, tous les départs de Paris-Dakar, enfin, Ouais. tous les événements automobiles qui se faisaient autour de Paris, généralement, bah voilà, on rentrait sans problème avec ça. J'ai continué. Après, ça a été fait... non, voilà. J'ai continué comme ça pendant quelques années. Et après, j'achetais la carte de presse. Bon, ça coûtait pas très cher. Je sais pas, ça devait... L'équivalent de... J'en sais rien, ça devait faire... je sais pas, 30 euros. Ouais. Un Pour truc une comme fausse ça. carte de presse, Ouais, du pour coup. une fausse. Enfin, c'était une carte Ok. d'association, je sais pas, je sais plus ce que c'était. ouais. Genre une association de journalistes Voilà. quelconque Tout à qui fait. ressemblait à une vraie carte de presse, quoi. Ouais, voilà. Enfin, qui ressemblait, Ouais. qui était faite aussi sur un papier assez douteux, mais qui me laissait quand même passer pas mal. Et donc voilà, donc ça m'a permis de rentrer dans pas mal d'endroits, Ouais. de faire aussi des photos. À l'époque, c'était les championnats de France automobiles. Mhm. Donc ça, j'en ai fait pas mal. Et puis là, je me suis dit, bah, j'aime vraiment l'automobile. Donc je vais continuer là-dedans. Et mine de rien, tu te faisais ton book. Et je me faisais mon book aussi. Mhm. Parce que c'est un CV, ça n'existe pas. Dans la photo, il y en a eu, je pense que ça a dû m'arriver 2 fois dans mon existence qu'on me demande un CV. Je lui dis oui, je veux bien, c'est très Il va bien. être court, hein. Mais un CV dans la photo, c'est assez bizarre. On regarde plutôt les images. Mais, Bah oui. mais si vous voulez, je vous enverrai le CV. Voilà. Mais il y a des choses comme ça qui arrivent et voilà. Alors tes débuts professionnels, si j'ai bien compris, c'était à la télévision, tu as été photographe de plateau. Oui, mais justement grâce à ces, on faisait de la figuration donc avec Sandrine et donc on était sur les plateaux. Alors attends, on enregistrait au But de Chaumont. But de Chaumont et donc il y avait But de Chaumont et en même temps aussi après les plateaux de la Plaine Saint-Denis. Donc voilà, donc du coup on était sur les studios à enregistrer et puis quand on avait la récréation entre les enregistrements, j'allais voir un petit peu à droite à gauche sur les plateaux ce qui se passait. Ouais. Et puis là j'ai rencontré un pote photographe qui lui bossait dans une agence et il me dit ah bah tiens j'ai besoin d'une assistante, au moins qu'on se fasse 2 plateaux, enfin parce que souvent c'était l'époque des plateaux de sacrées soirées, toutes ces choses-là. Donc il y avait beaucoup d'invités, beaucoup de célébrités. Il me dit ce qui serait bien, c'est que on se sépare, on fasse deux studios photos. Et comme ça, bah, tu t'en prends une partie, moi j'en prends une partie, et on arrive, tout ça. Donc voilà, donc je dis ok. C'était sympa. Ouais. Donc j'ai commencé, on a fait aussi quelques photos de plateau sur le plateau quand ils étaient interviewés. Et dès que ça sortait du plateau, clac, on les prenait en photo. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai commencé un peu avec les célèbres. Mais bon, je bossais aussi dans un autre petit magasin de photos. Et puis les week-ends, tu avais les événements, non pas historiques, mais modernes, des championnats de France et des choses comme ça. Donc voilà, donc j'avais... Tu avais des semaines bien remplies. Une petite activité, voilà. Ouais. J'ai appris que tu avais aussi travaillé au design chez Peugeot. Tu étais photographe au design Peugeot. C'était quoi le métier alors ? Qu'est-ce que tu faisais concrètement ? Alors, je suis rentrée chez Peugeot, j'ai fait quand même quelques années là-bas. C'est surtout qu'avant d'arriver au design, je travaillais dans un service chez PSA qui s'appelait
la catapulte. La catapulte. Ouais. Un endroit... Tu éveilles ma curiosité. Qu'est-ce que c'est? Je jetais les appareils. Non, c'est pas vrai. Non, c'est l'endroit où on étudie les chocs automobiles. Ah oui, d'accord. Donc avec les caméras ultra rapides, Ouais. 10 000 images Les crash secondes, tests, quoi. les crash tests. Ouais, d'accord. Mais, alors c'est rigolo parce que personne, dans le service, personne ne dit le crash test, mais la catapulte. Ah oui, C'était oui. assez amusant. Donc il y en avait une qui était située à la Garenne-Colombes, Mhm. il y en avait une autre qui était à Sochaux. Donc on travaillait avec Sochaux et la Garenne-Colombes. Et donc j'ai fait une partie en photo là-bas. Donc j'étais photographe à préparer les caméras ultra rapides. Ouais. Et après, photo des crashs. Donc photo des Pour le détails. coup, c'est super technique, ça, comme boulot. C'est hyper technique. Mais c'est pas mal. Enfin, Ouais. c'est pas mal. Ça te fait réfléchir aussi à la vie de tous les jours quand tu prends ta voiture. Ouais. Alors, il y avait des personnes, parce que certaines fois, c'était ouvert au public. On accueillait du public. Et vu le bruit spécifique du crash, tu avais des personnes qui tombaient dans les pommes. Enfin, Ah, c'est fou. ah ouais, incroyable. Ouais, c'est l'appréhension. Et puis, il y a un décompte. On mettait... nous, on était en lumière lumière naturelle. Enfin, lumière du jour, voilà. Excuse-moi. Lumière du jour, donc il y avait une source de puissance. Ouais, des projos de fou, ouais. C'est des HMI, mais des trucs... Ouais. Tu te cramais la rétine si tu regardais, tellement c'était fort. Et donc, et là, il y avait le décompte, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, il y a le moteur qui lançait la voiture dans le mur. Donc, le bruit assez spécifique. Et tout ça, c'était filmé avec les caméras. Donc, j'ai commencé dans cette partie-là. Et après, quelques années après, je suis partie au design. Donc, en tant que photographe Mhm. aussi. Et en même temps, alors, le job était un peu différent. C'était... on faisait donc... je préparais les dessins aussi des designers pour les présentations au comité exécutif. Mhm. Donc, il y avait tout un truc. On avait aussi la partie salons internationaux. Donc on partait, c'était un peu de l'étude de concurrence. D'accord. De l'espionnage. Comme tout le monde, tous les centres font. Et donc du coup, on faisait film et photos de tous les concepts qui existaient à Tokyo, aux États-Unis, enfin Tokyo, Détroit, Francfort, Genève. Voilà, donc ça c'était. T'as roulé ta bosse. Ouais, c'était super sympa, bien aimé, parce qu'on bougeait. Ouais. Et puis après, là, tu ramènes les images, tu montes des films, on faisait montage son et tout ça, donc c'était assez intéressant. Et donc je suis restée, j'ai eu ma fille pendant cet intermède, avec son papa est toujours maintenant chez Stellantis, il est toujours designer chez Stellantis. Ouais, il était chez Peugeot à l'époque et il est parti chez Citroën. Et puis après, moi je suis repartie. J'ai recréé mon réseau de photos parce que avant d'arriver chez PSA, j'avais ma boîte où je photographiais. Voilà, j'avais mes clients. Et puis après, le passage dans le temple du design a fait que tu oublies un peu tes contacts, les gens s'en vont. Enfin voilà, tout change. Et j'ai relancé mon activité de photographe indépendante dans les années 2000. Et puis c'est Rétroviseur qui m'a réouvert les portes, qui m'a permis de... Voilà, Didier Lenné, mon bon ami Didier Lenné. Et donc il a eu il m'a réouvert les portes en disant ouais, ok, banco, tu me proposes Pebble Beach, ok, je prends. Oui. Voilà. Ah oui, Pebble Beach. Donc là, c'était yes. ouais, attends, je regarde. Ouais, c'est bon, je peux. Ouais. Ah ouais, c'était encore bon, hein. Début année 2000, on était encore... ça vivait encore bien. Enfin, les magazines étaient encore en il y avait encore forme. Un peu de budget. Ouais, un petit peu. Et puis, donc, je dis, voilà, ça coûte tant, tac, tac, tac. Et puis là, il a vu les photos, il a fait bingo, allez hop. Et j'ai recommencé finalement en historique, avec Rétroviseur. Et puis, après, tout est parti de là. C'est ça au final qui fait qu'aujourd'hui tu es connu essentiellement pour une photographe d'ancienne au final. Ouais. Et merci Didier. Ouais. Ouais. C'est vraiment grâce à lui parce que c'est pareil, j'avais envoyé pas mal de mails au rédac chef de plusieurs magazines.
Il y en a qui répondent non merci, on n'est pas intéressé. Il y en a d'autres qui répondent pas. Mais ça a toujours été dans le milieu. Hein. Avant qu'il y ait les mails, c'était le téléphone. Ils répondaient pas. Bon, voilà. Et du coup, dans Didier, je dois tout à Didier pour m'avoir fait confiance. Et ça, c'est chouette. Est-ce que l'ancienne, c'était déjà une passion? C'est devenu une passion? Est-ce que est-ce que quelque part la moderne, t'aimerais bien en faire aussi, mais c'est juste que... Je fais de la moderne. Ouais. Alors, non, mais en gros, ce qui est assez amusant, c'est que, étant donné que j'ai commencé fin des années 80, c'est une continuité finalement, parce que ces voitures-là, je les ai connues à l'époque, entre guillemets, moderne. Oui. Elles étaient encore modernes. Alors, le Youngtimer n'existait pas encore, oui. ce terme-là n'existait pas dans les années 2000. Mais en tout cas, ça a été la continuité. Donc, ces voitures-là, je les ai connues semi-modernes. Oui. Là, j'arrive, elles sont plus classiques, ce qui est un petit peu normal. Et donc, mais c'est vrai que j'ai une grosse activité historique, mais je fais aussi de la moderne, et puis je fais aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'automobile. Voilà. On y reviendra. Donc, je vais te poser la question que je pose à tous les photographes. Quel est ton matos aujourd'hui? 2 boîtiers. Alors ça n'a pas changé. Ouais. C'est, avant, j'étais effectivement Canon, F1, 2 boîtiers aussi. Équilibre, comme ça je suis une femme équilibrée. Un sur chaque épaule. Un sur chaque épaule, c'est hyper facile, pas de sac, enfin le moins possible, parce que sinon on est en train de... Enfin, j'essaye de pas avoir de sac, parce que c'est comme dans le milieu dans lequel je travaille, il faut être assez réactive, on bouge pas mal. Quand on fait des rallyes, mine de rien, si tu commences à prendre un sac, tac, donc ça je le laisse dans la voiture. Dans les spéciales, quand on monte, il faut parfois faire 1, 2, 3 km de montée. Donc hop, je mets les 2 boîtiers, ce qu'il faut, les cartes, et puis j'y vais, je trace. Ça doit me faire à peu près un petit peu moins de 6 kilos en plus. Ouais, ça va. Ça va, mais... Non mais je m'attendais, enfin, les deux boîtiers, il est fou, 5 kilos, c'est énorme, mais pour 2 boîtiers avec les optiques et tout... non, ça doit être, on doit être presque, je pense que ça doit presque faire 6 kilos. J'ai pas repesé, mais je crois que si je rajoute le flash, le Cobra, tout ça, on doit être à 6 kilos de matos, ce qui est léger. T'as optimisé à fond, quoi. Ouais, donc 2 boîtiers, un de chaque côté, à peu près 3 kilos, donc comme ça c'est équilibré, et puis, mais quand tu dois monter... Ouais, les 5 kilos tu les sens, ouais. Tu les sens. Surtout sur un poids qui fait plus de... qui est un peu... Ouais, pour moi, ça fait beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, on se plaint pas, c'est bien. Au moins, je peux dire qu'à la fin de la journée, je perds 6 kilos. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent... Perdre 6 kilos en une seconde. En une seconde, moi je dis que c'est pas mal. Donc voilà. Et donc, 2 boîtiers... Toujours Canon? Donc maintenant, non. Depuis l'ère du numérique, je suis passée chez Nikon. Ouais. Parce que ça correspondait bien à mes besoins. Et voilà. Après, Canon est aussi bon que Nikon et inversement. Oui. Aujourd'hui, on peut pas... Voilà. Mais donc, 2 boîtiers Nikon. Là, je suis encore en... Je suis pas passée... Donc, je suis numérique, mais je suis pas passée en hybride. Ouais. Je suis encore en Nikon D5 et puis un D850. Donc ça, et après les optiques, j'ai un 14-24, un 24-70 et un 70-200, et tout à ouverture constante de 8, voilà. Comme ça on n'est pas embêté, ça pèse le poids d'un âne mort, mais au moins c'est dans la nuit noire, on peut continuer à bosser, et c'est ça qui est bien, parce qu'il faut aussi prendre du matériel qui s'adapte aussi à tes besoins, à ce dont tu as besoin quand tu photographies. Moi sur des rallyes, voilà, c'est bien parce que ça roule de jour, mais après quand les voitures arrivent, il y a la partie mécanique, donc la partie mécanique se fait souvent de nuit, après le rallye, donc il y a des endroits, c'est pas bien éclairé, et ça c'est du pur bonheur. Merci, là-dessus c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est assez léger, et de temps en temps un flash, le flash Cobra qu'on rajoute, mais vraiment de temps en temps. Pour déboucher. Ouais, non, c'est pour faire bien.
Je me dis que comme ça, je fais stagiaire plus avec le flash. C'est pour justifier la facture, après. Il y avait un flash, c'est pour ça. Voilà. Mais non, je préfère garder tout ce qui est ambiance naturelle avec des différentes sources lumineuses, que ça vienne de la rue, des voitures, des mécanos quand ils éclairent et qui mécaniquent. Donc je garde vraiment toute cette ambiance-là que je vois, et c'est ça que je veux retranscrire et montrer aux gens, et qui font que mes photos, elles ont des défauts. C'est pas des photos parfaites, c'est pas des photos qu'on sort de l'ordinateur où tout est enlevé, il n'y a pas un papier, il n'y a pas une ombre qui est pas bien. Mes photos, je le dis, elles ont des défauts, mais c'est la réalité. Et moi, je continue à montrer la réalité, parce qu'il y a des belles choses dans ce qu'on voit. C'est vrai que le métier de photographe, c'est un peu un métier de tricheur, parce qu'on peut cacher beaucoup de choses dans une photo. Oui. Je sais, pour avoir, de mon côté, alors j'étais pas du côté du viseur, mais fait de la photo et de la vidéo. En vidéo, on peut rien cacher parce que c'est affreux. Enfin, faut vraiment, si on tourne sur un bout de route, faut que le bout de route il soit nickel. Alors qu'en photo, on peut tricher, on peut faire un filet sur 10 mètres s'il le faut. Voilà, c'est un métier de tricheur, le métier de photographe, quand même. Non, c'est savoir bien se placer, alors qu'on peut avoir une décharge à côté. C'est ça, voilà. Mais ça ne se verra pas. Ça m'est arrivé au Mexique, sur la Carrera. J'ai photographié... il y avait un endroit qui était super beau, mais alors, de là où moi, là où j'étais dans une décharge, avec une carcasse de bœuf juste derrière moi. J'imagine l'odeur. Non, alors elle était complètement déchargée. Complètement sèche, oui. Ouais, donc sèche, et après, du coup, ça m'a donné l'idée de la prendre. Je l'ai tractée sur la route pour la mettre en amorce sur une de mes photos, pour que justement on ait l'air un peu plus exotique, que ça ait l'air un peu plus exotique la photo. Et donc on voyait toute la partie côte, et on voyait la voiture qui arrivait. Donc ça, c'était rigolo. Mais voilà, mais c'était complètement pourri, et ça, on le voit pas dans la photo. Ouais. Mais c'est bien. Alors, chers auditeurs, vous le savez maintenant, mais je le rappelle pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas encore le podcast, pour qui ça serait la première fois, alors déjà bienvenue. Et vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et du coup, vous pouvez savoir à l'avance quels sont les invités. Et du coup, vous pouvez aussi leur poser des questions. Et là, Cathy, j'ai une question d'un confrère photographe, JPog. Non, tu ne le connais pas. Bon, lui, il te connaît en tout cas. Ouais. S'il ne devait rester qu'une focale, laquelle serait-ce et pourquoi ? Une seule focale. Ah ouais. Alors je resterai en focale longue. Ouais. Ouais. Parce que généralement c'est la faute. Enfin, le 70-200. Alors en zoom, je prends le 70-200 parce que j'adore, parce qu'on est loin. On est loin de la voiture, donc pas de déformation. On est loin des gens qu'on photographie, et ils gardent leur naturel. Donc si je devais garder une focale, ça serait peut-être un 180, un 200. Ouais. Un 200 planqué derrière un buisson. Non, même pas planqué, mais tu te mets loin et puis t'observes. Tu sais, c'est comme à la chasse finalement. Ouais. T'observes. Alors je déteste la chasse, bien que j'en ai fait avec papa. Je suis pour la préservation des animaux, que j'adore et que je photographie aussi. Mais non, mais c'est ça, c'est finalement, c'est sympa de... Quand tu t'amènes... Les gens modifient leur comportement dès qu'ils voient un appareil photo. Quel qu'il soit. Moi, de temps en temps, quand je me balade dans la rue, ils me voient avec un appareil photo, donc c'est tout de suite, ah là là, ça y est, soit il va se passer un truc incroyable, soit ça va être une célébrité, donc on les voit, ils changent complètement, oui. leur visage change complètement. Alors que quand on est loin, ils gardent le naturel, et c'est ça qui est génial. Donc tu vois, on en revient toujours, lumière naturelle, photo naturelle, et j'aime bien quand les gens restent naturels. Et quand je fais des portraits, ça m'arrive de plus en plus, je les shoote, mais loin. Je leur dis non, mais moi je veux pas que vous soyez près de moi. Soyez loin. Et donc déjà, on voit tous les défauts, donc ça permet de corriger. Et puis quand on a établi le contact, mais quand on n'établit pas le contact, les gens restent hyper naturels. Et ça, c'est génial. Donc longue focale. Comme je disais en intro, tu es un bourreau de travail. Et j'ai discuté avant qu'on se rencontre avec l'ami Robert Puyal, journaliste émérite, qui passera dans ce podcast aussi, parce que voilà, Robert c'est une figure. Il m'a raconté une anecdote. Vous avez fait le tour auto ensemble plusieurs fois, je crois. Oui. Et il m'a raconté une anecdote qui est assez révélatrice, je trouve, où
Vous étiez... Donc je précise, pour ceux qui connaîtraient pas comment ça se passe un tour auto, alors vu de l'extérieur, c'est des paillettes et ça fait rêver. À l'intérieur, on se lève à 5h du mat, on se couche à 23h, minuit, et on n'arrête pas, quoi, en fait. Et au milieu, évidemment, on roule, donc c'est pas très reposant comme journée, quoi. Et il m'a raconté une anecdote où un soir, vous étiez au dîner, enfin, un peu posé et tout, et d'un seul coup, il se met à pleuvoir et quelqu'un dit « Oh là là, il pleut !» Et Robert dit « Bon, c'est bon, on a fait les photos. Et toi ?» C'était à Limoges. Tu t'en souviens? Oui. D'ailleurs, mon ancien petit ami s'en souvient aussi. Il était dans le même convoi. Il n'en pouvait plus. Effectivement, on était à Limoges et parc fermé. Donc, on sort de dîner, donc il devait être, je sais pas, peut-être 22h30 ou 23h. Je crois un truc comme ça devait être dans Nuit noire, évidemment. Donc, bah oui, puis Limoges, voilà. Et là, je fais, il pleut, je vais faire un tour sur le parc fermé. Il doit avoir un truc à prendre en photo. Et là tout le monde... Et là, c'est non. Les yeux comme des soucoupes. Je pense qu'on a divorcé le lendemain avec mon petit ami. Là, c'était fichu. Robert, il en pouvait plus, mais il a eu le courage de suivre. D'ailleurs, on n'avait qu'une seule voiture. Ah oui, il n'y avait pas le choix. Donc, il a suivi, et c'est vrai que j'ai refait quelques images sous la pluie de Porsche 910, des choses comme ça avec les gouttelettes. Des choses qui sont très classiques, des photos très classiques, mais qui sont super chouettes parce que éclairage urbain, de nuit, la pluie, donc sympa. Et donc je pense qu'on a dû se coucher, il devait être 1h30, un truc comme ça, ouais, assez tard, pour un lever assez tôt, juste quelques heures après. Donc oui. Ouais. Les perles de pluie sur la carrosserie. Généralement, il m'appelle un petit peu Madame Plus Plus. Oui. Je crois qu'il m'a dit ça, oui, effectivement. Oui, il y a aussi Enfer sur pattes. Voilà. Et je pense qu'il est à mieux de te dire tous les surnoms qu'il m'a balancé en... Je sais pas, ça doit faire plus de 20 ans qu'on se connaît. Donc voilà, donc c'est devenu un bon ami, puisque on travaille hyper souvent ensemble, bien que là, il commence à prendre un peu plus de recul. Parce que là, je fais que... il a envie de prendre aussi des grandes vacances. Ouais. Bien méritées. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, c'est... D'ailleurs, je vois, on parlait de cette photo perle de pluie sur une carrosserie. Je vois sur ton étagère ton grand prix de la plus belle photo de l'année, remis par le Festival Automobile International. C'était en quelle année, ça ? 2013. 2013. Et il me semble que c'était pour une photo un peu dans cet esprit-là. Est-ce que c'était pas même une photo que tu as prise ce soir-là ? Alors, non, c'était pas ce soir-là, parce que donc la leçon numéro 40, qui s'intitulait comme ça, a été prise sur un parc fermé, tour auto, mais celui de Beaune. Voilà. Oui. Et c'est pareil, il y avait un petit peu de... Alors, il pleuvait nettement moins qu'à Limoges, et c'était des petites gouttelettes... Voilà, et ça m'a permis de... Pareil, j'ai eu exactement le même réflexe. Je dis, il pleut un petit peu, il pleut vieux, allez hop, on y va. Et pareil, j'ai traîné, et puis là, d'un seul coup, je fais, ça y est, j'ai bien fait de venir. Et donc, je l'ai faite. Et franchement, entre ce que j'ai pris en photo, les fichiers bruts et le fichier que j'avais donné au festival, j'ai juste enlevé une petite pétouille d'une petite tache disgracieuse, mais c'est tout. Oui. Voilà, et c'est parti. Je mettrai un lien vers la photo dans la description, parce qu'évidemment, là, on parle, donc c'est pas très visuel par définition. Un podcast, ça n'est pas visuel. C'est d'ailleurs la limite de l'exercice quand j'invite un photographe ou une photographe, parce que du coup, on décrit beaucoup, mais on montre pas grand-chose. Donc, je mettrai un lien vers cette photo qui a été primée à très juste titre. Alors, j'ai une autre question posée par un internaute sur Twitter. Un internaute s'appelle Jean. Quelle voiture ou type de carrosserie est la plus photogénique ? Plutôt tout en rondeur ou taillée à la serpe ? Alors, Est-ce que déjà il y a un type de carrosserie plus photogénique qu'un autre ? Oui, me dit-elle. Il y a un type vraiment... toutes les voitures des années 50, 60, enfin surtout 60, tout en rondeur, donc les galbes, c'est beau, ça réfléchit bien la lumière, les gros plans, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire. Maintenant,
en vieillissant, en ayant une certaine expérience de Voilà, stagiaire. en gagnant plus. en expérience. Voilà, On en dit gagnant pas- en on expérience. ne vieillit pas, on gagne en Non, expérience. mais moi je dis toujours que je suis stagiaire, parce qu'on en apprend tous les jours. Oui. Que ça Mais c'est soit chouette. dans n'importe quel domaine, on en apprend Ouais. tous les jours. Donc je suis toujours stagiaire, alors avec un plus de temps en temps, un moins de temps en temps, non mais plus. Et c'est vrai que les galbes des années 60, c'est magique. C'est magique. Mais déjà visuellement, la voiture, elle est belle. Et après, quand on fait des gros plans, moi j'aime bien faire des close-up, donc des gros plans, il y a toujours des choses. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des tableaux, mais sans qu'on n'a pas l'impression que ça soit automobile. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc ça, j'adore. Les années 60, c'est canonissime. Mais voilà, en grandissant, les voitures taillées un peu à la serpe, je commence à les apprécier de plus en plus. Et là, alors, elles sont très masculines, on change complètement, on n'est plus du tout dans l'arrondi, on est dans de la serpe, donc très masculine, mais j'adore de plus en plus. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile à photographier parce que souvent, sur certains, il y a des grands aplats, Oui. et là, Les il se reflets passe sont rien. compliqués à gérer. Oui. Donc, de temps en temps, ça m'arrive sur des shootings à mettre la voiture sous des arbres, et là, l'aplat fait que on a une réflexion des arbres, donc ça cache un peu, alors ça modifie un peu la vision qu'on a de la voiture, mais en même temps on est là pour faire rêver, pour montrer aussi l'auto, mais aussi pour faire rêver, donc c'est bien d'avoir les deux. J'ai une autre question posée sur Twitter par le Novichok. Quelle voiture dans quel lieu pour la photo parfaite ? Eh bien, ça je dirais, je ne sais pas. Ouais, c'est chaud C'est- comme ça, question. ça va venir, elle va venir cette photo. Tu ne l'as pas encore faite. D'ailleurs, c'est demain. C'est difficile. Non, j'avais fait un shooting qui m'avait trop plu. C'était une Bugatti Type 35 qu'on avait réussi à mettre dans une cave troglodyte Ah ouais. en Touraine. Et là, c'était canon. Franchement, moi j'en ai un super bon souvenir de. Déjà une Type 35, c'est pas tous les jours qu'on shoot ça. Non. Et c'est bien parce qu'il y en avait une en Touraine, d'une de mes amies. Et on a réussi à la faire entrer dans une cave troglodyte qui était aussi une cave à vin. Ouais. Donc c'est pas mal. Et ça mettait une atmosphère incroyable. Donc tout en éclairage naturel. Comme c'était une cave à vin, donc il y avait de l'éclairage qui venait du sol, Ouais. mais très simple. Et donc ça a été, j'ai adoré cette photo. Après, c'est vrai que c'est super difficile de choisir une auto parce que elles ont toutes leurs spécificités. Et il y a toujours un truc qui nous plaît un peu plus sur une, ça va être l'avant ou un phare, sur l'autre ça va être un custode. C'est super difficile d'avoir à choisir une auto. Une auto. Mais là, en ce moment, le problème c'est, en ce moment je suis plus sur une Ferrari 364 GTB. Je les adore. En ce moment, je les adore. Enfin, en ce moment, ça fait déjà quand même un petit peu longtemps, mais j'adore cette auto. Donc là, Il n'y a plus qu'à trouver l'endroit. il n'y a plus qu'à trouver l'endroit. Ça devrait se faire. Vue du ciel, peut-être. Ah, Et voilà. façon Artus Bertrand. Voilà. Ouais, mais là, sans hélico. Donc, en ULM. Voilà. Ouais. Faut essayer. Ou en planeur. Ouais, planeur. Mais il faut ouvrir. Il faut pouvoir. Une question posée par Jack sur Instagram. Quelle voiture rêves-tu de photographier ? Coupe. Il faut que je réfléchisse. C'est difficile, punaise. Il y en a pas une où tu te dis à chaque fois que tu la vois, celle-là, il me la faut vraiment, quoi. Non, parce que je l'ai fait. Je les ai toutes faites. Non, je les ai pas toutes faites, mais ça revient un peu à la question Ouais. d'avant, tu vois. C'est hyper dur de choisir une auto. D'en choisir une. C'est juste impossible, parce qu'après, ça peut être moderne et ça peut être historique. Ouais. Parce que vu que je travaille aussi dans les deux domaines. Et alors, moderne, moi, j'aime bien tout ce qui est concept car. Tu vois. Et là, une qui me plaisait, mais vraiment, je l'ai faite il y a un mois et demi, c'était la petite Drifter, Ouais. la Renault 5 Turbo 3 Ouais. de chez Renault. Ouais. Parce qu'elle est, en plus, elle est faite pour le drift. Et c'est canonissime, ça marche du feu de Dieu.
C'est juste incroyable. Et donc cette auto, je l'ai photographiée, enfin je l'aimais bien. Donc c'est un semi-concept. Et résultat, on l'a faite à Chantilly. Ouais. Et c'était canon. Avec une mannequin, tout ça, qui était adorable, toute mimi. Et on jouait sur le côté un peu androgyne, sur le côté féminin, mais en même temps hyper masculin du côté drift. Donc ça a été un super bon shooting et un super bon souvenir. Donc oui, moi j'adore. J'avais proposé il y a très très longtemps au magazine de faire un petit peu des shootings de concept car. Ouais. Ça n'a pas été pris, c'est dommage parce qu'il y a souvent des concept cars roulants de plus en plus. Ouais. Et pour avoir travaillé chez PSA, on en faisait quand même pas mal. Quasiment tous étaient roulants. Ouais. Donc du coup, c'était une occasion de montrer la voiture sous toutes ses facettes, et soit en close-up, en plan large, en roulant. Et je trouvais que c'était... Parce qu'une auto, faut qu'elle roule. Ouais. L'automobile fait que elle a un moteur, donc quel qu'il soit, que ce soit électrique ou thermique, ça roule. Donc, et les concept cars, je sais que c'est quelque chose qui fait toujours rêver. C'est l'expression la plus pure de la créativité d'un designer, en fait. Ouais. Avant que les contraintes n'arrivent. Oui. Donc du coup, et je pense que ça plaît énormément aux gens. Et donc moi, je serais plus à aimer à faire les concept cars. Ça, c'est un peu mon trip. Alors, tu ne fais pas que de la bagnole, tu l'évoquais tout à l'heure, tu fais de la photo d'architecture, tu disais que tu fais du portrait, j'ai vu même que tu faisais un peu d'avion, des photos d'hôtels, des photos culinaires aussi. Ouais. C'est important pour toi de varier un peu les sujets, de changer un peu, ça t'enrichit, ou c'est juste l'envie de faire autre chose ? Ah non, tout est enrichissant, on rencontre des personnes différentes, mais alors c'est amusant parce que quel que soit le domaine dans lequel je travaille, alors c'est tous des domaines que j'aime. Si j'aime pas le domaine, je vais pas aller travailler dans... Voilà. Ouais. J'essaye de réduire un petit peu le côté alimentaire, parce que je trouve qu'on se fait moins plaisir, ça c'est... D'où le mot alimentaire, mais on essaye de se faire plaisir, et puis c'est les rencontres qui vont être différentes, et tu t'aperçois que finalement le milieu automobile, mais tu rencontres du monde, mais partout, dans tous les domaines. Et toi, je travaille j'ai un de mes gros clients qui est Disneyland, Paris, donc ça fait longtemps que je travaille avec eux, et j'arrive à rencontrer des gens, des personnes qui sont dans l'automobile, notamment avec... alors maintenant il n'existe plus, mais ils l'ont supprimé là depuis 2020 je crois, le stunt show, où il y avait les cascadeurs, et celui qui mettait en place, enfin qui sortait un petit peu, qui faisait l'élaboration de ces voitures là, c'est un de mes amis qui est pilote de rallye. Donc le monde est petit, tu vois, même chez Disney t'arrives à retrouver du monde de l'automobile, et c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment chouette. Donc non, j'adore, parce que je suis gourmande, j'adore la bonne nourriture, donc les chefs, c'était naturel. Alors j'en ai rencontré pas mal grâce à Disney, parce qu'on a fait pas mal de making-of, on a fait pas mal de choses, de rencontres avec des chefs étoilés qui ont aussi revisité certains desserts, donc on était pas mal implantés dans le culinaire, et donc ça m'a permis de rencontrer Thierry Marx, qui est un personnage adorable, enfin moi j'adore, et donc du coup ça m'a donné l'idée après on a fait pas mal de road trip automobiles, et dans lesquels on s'arrêtait, on donnait donc de bonnes adresses, et avec des chefs étoilés, des gastros, des choses comme ça. Donc ça c'était pas mal. Faut bien que quelqu'un se dévoue. Pardon ? Faut bien que quelqu'un se dévoue. Oui. Faut se faire un peu violence des fois. Allez, alors après enchaîner des 3 étoiles sur 3 jours, là je peux te dire que tu t'en peux plus, tu n'en peux plus, même si t'adores la nourriture. Problème de riche. Oi. Mais bon, non, mais c'est... oui, je fais pas mal, donc les road trips, Disneyland j'adore, le culinaire pareil, les hôtels, la photographie animale, tout ça c'est des domaines que j'aime, et puis et je me sens bien, et puis je te dis, on rencontre des univers complètement différents, et c'est ça qui fait que t'as une richesse après et qui est belle, quoi. Et puis c'est surtout que tu dois pas te plaindre, parce que finalement le métier que tu fais c'est un super je m'en suis rendu compte, c'est a priori ça fait rêver certaines personnes, et c'est un beau métier, et on fait rêver, donc il en faut. Aujourd'hui, vu ce qui se passe, il faut continuer à rêver, il faut donner envie.
Alors, je sais de source sûre que tu n'es pas seulement doué avec un boîtier entre les mains, tu sais aussi très bien te servir d'un volant. Euh, non seulement tu conduis, mais tu as été aussi copilote dans des épreuves historiques. Ouais. Ouais. Et j'ai retrouvé ton nom sur un classement du Tour Auto 2019, première de ta catégorie, 6e au général sur une Morgane. Ouais. Et c'était pas moi qui pilotais, c'était... Tu étais copilote. Oui, j'étais Bah, copilote. ne dévalorise Voilà. pas, c'est Non, important. non, 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 non. Là, oui, oui, effectivement, bah, on a fait, oui, Morgane en 2019 et 2016, c'était avec une MGB aussi sur le Tour Auto et on a fini 8e au général. C'est pas mal, hein. Voilà. Et là, le mois dernier, là, j'étais Tour de Corse. Oui. Donc c'était sur une Porsche 911 SC. Oui. Donc ça a super bien marché. Donc copilotage. Mon pilote, il avait jamais entendu de notes. Donc je lui ai balancé les notes. Il a su les écouter et les interpréter, ce qui est vachement... ouais. super... C'est super bien. Mais je lui dis attention, dans les notes que je te lance, on n'a pas fait les recos. Donc il y a peut-être des choses... parce que ce sont des notes qu'on récupère qui sont données sur le site que l'organisateur du Tour de Corse donne, et donc il peut y avoir des petites modifs, tout ça. Donc je dis surtout tu gardes ton libre arbitre. Donc si un jour je t'envoie une note qui est un gauche 2 et que toi tu vois les flèches rouges et que c'est un droite, surtout tu me dis il y a un problème, mais vite. Et donc voilà, donc du coup il a su bien les interpréter et ça a marché du feu de Dieu. Sauf jusqu'à l'avant-dernier jour où le vendredi, dans une spéciale, arrivait un peu trop vite, mais là je pense qu'il y avait un problème d'écriture de notes. Alors parce que moi je lui ai donné la note qu'il fallait, mais je pense que c'était surtout sur un gauche 2 et non pas un gauche 3 qui se refermait en deux. Et là, mais ça change c'est tout. D'où l'importance de faire ces reconnaissances, tu vois, quand tu peux. Oui. Et donc là on a été faire un bisou à l'arbre, au pin. Voilà, qui nous a arrêtés. Donc la moitié de la voiture était un peu en suspens dans le vide. Mais bon, non, ça allait. C'était retenu par 20 cm sur l'avant de la voiture, le pin. Donc j'ai sauté de la voiture, tout. Ça a été. Enfin, le bas de caisse arrivait à peu près en haut de mon casque. Donc j'avais un petit saut d'un mètre 1m80. Et puis après, ça descendait. Enfin, après, il y avait une pierre. Bon, bref, c'est la Corse. C'est la vie. Et donc, voilà. Donc mais tu racontes ça comme si t'avais fait tomber ton caddie chez Monoprix, quoi. Enfin, non, mais il y a un truc, c'est que si tu as peur du vide, de la vitesse, de ça, il faut pas faire la Corse. Oui. Parce que c'est que ça. C'est sûr. C'est que ça. Quand tu annonces une note, que tu as 400 mètres... les rares 400 mètres de ligne droite que tu as en Corse, et que tu dis, allez, en haut, au vide, tu me fais un gauche 2, donc le 2 étant un rapport de boîte, parce que tu peux avoir aussi, tu sais, un angle de virage, ça dépend. Mais là, ce sont des rapports de boîte, donc tu te dis, il faut pas donc tu répètes la note, tout ça. Si tu as peur, automatiquement, le pilote va le ressentir, donc il va être un peu plus hésitant, et voilà. Donc là, on s'est planté, j'ai senti la voiture qui partait, paf, on a été voir l'arbre, on lui a fait un bisou, il nous a retenus, merci, j'ai été faire après un bisou à l'arbre. Voilà, il n'y a personne de blessé, la voiture a été un petit peu abîmée, mais on a pu repartir le lendemain, et il fallait qu'on reparte, absolument. Donc voilà, faut être zen, de toute façon, ça... T'es en panique. Et puis je lui dis, à un moment, bon, il a râlé parce qu'il était pas content. Je l'ai amené voir, j'ai dit, tiens, tu vois, 10 mètres plus bas, il y avait un énorme rocher qui était plus gros que la voiture. Donc on aurait fini les 4 pattes en l'air. Donc j'ai dit là, pas mal. On s'en sort pas mal. Donc toi, après, tu relativises et puis il y avait personne de blessé, c'est surtout ça. Comment tu choisis tes pilotes ? Parce que c'est important quand même, non ? Faut avoir une confiance absolue. Ah ouais. Non, c'est des amis que je connais et je vois comment ils pilotent. Et sinon, non. Si la personne est hyper active, monte vraiment en température hyper facilement, j'y vais pas. Parce que c'est pas bon dans le... Je pense que... Alors, c'est bon sur un circuit, mais c'est pas bon sur un rallye. Non.
Il faut être zen, aller vite, enfin comprendre. Et puis il faut comprendre les notes. Il y a plein de personnes qui conduisent sans notes. La Corse, je trouve ça hallucinant d'être en spécial sans notes parce que c'est hyper dangereux. Et puis de toute façon, dès qu'on annonce plus les notes, ben, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, donc automatiquement on perd du temps. Non, mais moi je monte pas très souvent, mais je le monte avec des amis que je connais et je vois comment, et notamment ceux qui ont fait souvent de la moto, du cross, du trial, surtout du cross, ils savent réagir bien comme il faut. Généralement, à chaque virage, ils te réinventent une trajectoire. Et c'est ça qui est vachement important. Parce que sur circuit, je dis pas que c'est facile. Non, parce que si c'était facile, tout le monde serait pilote, tout le monde serait bon. Mais tu apprends cette trajectoire. Oui, c'est prévisible. C'est prévisible. Oui. Tel virage, tu sais que si tu te places bien, tu gagnes un certain nombre de secondes ou de millièmes de secondes. Donc voilà, donc tu les apprends. Sur une spéciale... faut être capable d'improviser. Voilà, alors après, tu peux connaître les spéciales. Parce que il n'y en a pas non plus des milliers, tu peux les connaître. Mais derrière ce virage, t'annonces une note, mais tu sais pas s'il n'y a pas un cochon, s'il n'y a pas une vache. Donc voilà, il faut aussi savoir réagir, mais bien, et pas en panique et tout ça. Donc c'est vraiment le rallye, moi j'adore, c'est vivant, tu fais pas 2 fois la même chose, mais c'est si t'es stressé, faut pas y aller. Il faut être hyper zen. Et t'as un secret pour pas être malade, pour pas gerber ton pas? Mais alors, non, j'ai pas de secret. Alors, c'est je crois que non, mais de toute façon, c'est dans vraiment ta constitution. Alors peut-être que la vision à travers aussi l'objectif fait que tu peux, mais c'est pas sûr. Alors moi, mes premiers tours de Corse, je crois que j'ai dû faire plus de 1000 km dans un coffre à l'arrière, à shooter les voitures, tu sais, qui arrivaient oui. Alors pas en spécial, parce qu'on peut pas. Oui. Mais je les attrapais sur la route, sur le routier. Sur les liaisons. Donc du coup... j'ai fait tout en arrière. Par contre, je crois que tu me mets dans une voiture un petit peu molle et à l'arrière d'un bus, je peux être malade. Si je fais rien, je peux être malade. Donc, non, il paraît, oui, il y a plein de personnes qui sont malades, mais je sais pas. Et j'ai aussi des personnes, des potes qui sont photographes et qui ne peuvent pas photographier dans un hélico. Ah oui. Parce que, pareil, le déplacement de l'hélico fait que c'est un truc à moitié souple, et donc ça bouge. Alors moi, je fais pas mal de temps en temps, je fais des prises de vue en hélico, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Parce que, en plus, ta vision, le mouvement que tu as en hélico, elle est amplifiée quand tu regardes dans l'objectif. Oui, c'est ça. Donc là, tu peux être plus, si en plus il fait chaud, enfin bref, là c'est l'apothéose. Ouais. Et, non, j'ai pas de... Je sais pas, il faut prendre, je pense que... faut prendre un médicament, mais t'en as plein qui peuvent pas lire les notes parce qu'au bout de la page, à la fin de la page, ils sont malades. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai fait mon tour de Corse en copilote, donc à l'époque je connaissais les notes mais je savais pas les annoncer. C'est un de mes amis, il a été malade pendant, je crois, 2 jours sur la Corse, et là il me fait Cathy, remplace-moi, là je peux plus. Je dis mais je ne peux pas, je travaille pour, à l'époque j'étais sur le Tour de Corse en tant que photographe pour Yves Loubet et José Andréani qui étaient les organisateurs du Tour de Corse. Alors je lui dis mais je peux pas, moi je travaille. Il me dit si. Je dis attends, on va appeler. Donc j'appelle Yves, je dis Yves, il faut que je remplace sur une BMW M3 Pro Drive. Je fais quoi? Il me dit ouais vas-y. Je dis mais j'ai pas de licence. Bon attends, on va faire la licence là sur le de l'épreuve, il y a pas de souci. Allez, tu montes dans la voiture dès demain matin, tu montes dans la voiture. Je dis OK, d'accord. Donc tout se fait. Clac, j'ai ma licence, tout, le casque, voilà. Et là on m'a dit voilà, t'as 2 spéciales pour te faire aux notes et me les annoncer. Bon, d'accord. Donc là j'ai lu, donc automatiquement tu te plantes au départ, et puis après tu prends le rythme et voilà. Donc j'ai appris comme ça, lancer, et puis voilà. Ça c'est fort. Mais c'est canon. Franchement, autant le tour auto, t'as 6 notes à annoncer sur des spéciales qui font 15 km, toi, même, et encore. Là, sur la Corse, c'est génial parce que les spéciales, elles font en moyenne, je crois que la plus courte, elle fait 15 km, la plus longue, ça doit être maintenant c'est que 30 km, et t'as 30 pages de notes. Donc, une page correspond à peu près à 1 km, tu vois, dans une spéciale, et donc tu balances, et c'est extra. Et là, tu te dis, waouh, c'est génial, quoi.
Et puis après, tu affines avec, par rapport à ton pilote. Moi, je lui annonce plusieurs fois la note, mais après, je vais lui rajouter des petites choses au fur et à mesure qu'on arrive. Donc, il me dit, c'est incroyable parce que tu sais balancer la note quand il faut et donner le détail. Comme ça, il sait où freiner, clac, et tout se passe bien. Enfin, jusque quand le décor bouge. Voilà. Ben voilà, c'est comme ça qu'on fait première de sa catégorie et 6e au général, avec une bonne copilote. Voilà. Ouais, on essaye. Bon, Cathy, on arrive au terme de cet épisode, et maintenant on va pas se séparer comme ça. Je t'annonce les 4 questions rituelles, attention les yeux. Donc la première, est-ce que tu fréquentes de temps en temps les sites de petites annonces automobiles, et si oui, quelle est ta dernière recherche? J'ai le droit de dire non. Tu as parfaitement le droit, c'est déjà arrivé. J'ai le droit, ouais, parce que je ne regarde pas les sites des petites annonces. C'est grave, docteur? Non, c'est parce que tu saurais pas quoi en faire, t'as peur de craquer, de faire un achat impulsif? Non, j'ai pas l'argent, et puis c'est surtout qu'après, au bout d'un moment, il faut avoir la place pour les stocker. Bah oui. Donc du coup... Je précise que tu habites à Boulogne-Billancourt, donc c'est dans des endroits où c'est pas facile de garer des voitures, non. Où ça coûte vite très cher. Et à l'époque, quand ma fille aujourd'hui a 25 ans, à l'époque j'avais acheté, quand elle avait 6 ans, avec son papa, on était partis acheter une Caterham. Ah. Donc, mais alors bien sûr, pour simplifier le truc, pas la conduite normale, conduite à droite, et Oui. on est allé la chercher à Édimbourg. Donc, D'accord. c'était pour mon Ouais. anniversaire. On part la chercher, donc ma fille devait avoir à peu près 5-6 ans, Ouais. et ça a été une voiture que moi je m'en servais tous les jours, donc pour aller bosser, pour aller faire les courses, pour aller chez Truffaut, tu vois, tu ramènes les arbres, et il y a plus de feuilles, il reste que la structure. Je m'en servais, mais vraiment c'était ma voiture de tous les jours, donc canon. Je mettais le siège enfant dans cette auto. Voilà. Donc ma fille a été élevée dans un cabriolet. Élevée à la dure. Et élevée dans une Caterham. Et donc du coup, et je suis arrivée, donc il y a eu séparation, bref, quelques années après. Et donc je suis arrivée ici à Boulogne. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de la Caterham ? Parce que tu peux pas la garer si tu... À l'époque, j'avais pas de parking, il n'y avait pas de parking de libre, et donc tu peux pas la laisser dehors. Donc résultat, je me suis dit, j'arrête. Et donc cette voiture, je l'ai laissée chez son papa. Au moins, elle est restée dans la famille. Si Chloé voulait s'en servir, elle pouvait s'en servir, mais au moins, tu vois, voilà, c'était... Et donc du coup, ici, tu vois, déjà, j'ai une Smart et une Mini. Résultat, une autre en plus fait que tu peux plus, quoi. Il te faut 15 garages pour... à Boulogne, c'est super difficile. Ouais, bien sûr. Ouais. Toi, je ne sais pas si tu as des voitures de collection. Non, pas même problème que toi. Hein. Voilà. Donc même double problème. Un l'argent, 2 la place. Bon voilà, ça me rassure. Merci Vincent de m'épauler dans cette épreuve. Dans cette épreuve difficile et cette question qu'il ne fallait pas poser. Quel est ton meilleur souvenir de road trip ? Est-ce que c'est le retour d'Édimbourg en Caterham ? C'est pas mal. Alors ça c'était un road trip mais perso, on va dire. Mais ça peut très bien être un road trip perso. Ça c'était canon. Et on a eu de la chance, c'est qu'il a fait beau. Ah ouais. Parce que prendre une voiture, conduite à droite, et puis se descendre d'Édimbourg, parce que il y a un peu de route quand même. Hein. Ouais, jusqu'au bateau. On était passé par Calais, et c'était... donc il a fait beau. Donc on était venu avec une voiture de secours, déjà pour y aller. Ouais. Une perche, parce qu'on s'est dit, si jamais la voiture elle tombe en panne, voilà, elle tombe en panne, il faut quand même faire quelque chose. Donc ça c'était trop chouette. Et puis finalement, elle a bien marché, tout, il a fait beau, et on l'a ramené. Et le soir, arrivé à minuit, à l'époque j'habitais sur Colombes, ça a été la fête avec tous les voisins, ils nous ont en plus elle faisait un beau bruit, donc on a réveillé tout le quartier et on a fait des tours de quartier, c'est pas vrai. des tours de voiture dans le quartier. C'était trop chouette. Ça c'était un beau truc. Et après j'ai refait un road trip en Alsace avec ma fille qui m'a assistée, et là c'était vraiment chouette.
Enfin, elle adore l'automobile. Et puis un jour, elle était à Paris. Bon, bref, ça s'est bien goupillé. Et puis je lui dis, bah tiens, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse conduire la Mini pour faire du travelling. Donc, et elle en avait jamais fait. Et elle a été super bien. C'était tout en douceur, comme il fallait. Pas de coup de frein, rien, tout était génial. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas que la photo travelling, c'est celle où le photographe ou la photographe se met dans le coffre d'une voiture ou à l'arrière d'une voiture par la fenêtre pour shooter l'autre voiture, celle qu'on veut photographier. C'est toujours un peu périlleux, donc il faut faire très attention. Et effectivement qu'une débutante ait tout de suite les bons réflexes de ne pas brusquer, de penser. Mais en même temps, elle savait que c'était sa maman qui était dans le coffre, donc voilà. Ouais. Et oui, là-dessus, elle est très protectrice, donc résultat, elle a super bien fait. Et ça a été un beau souvenir. Enfin, c'était chouette de travailler en famille. Et là, ça m'a fait un beau souvenir. Ouais. Alors maintenant, on va imaginer que tu as hérité d'une immense grange dans laquelle tu peux ranger 4 voitures. Et tu vas me décrire ton garage idéal. 4 voitures, budget illimité. Ouais. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Trop bien. Alors, oh là là, c'est trop dur. Alors je me suis, il y a un truc qui est complètement incroyable. C'est j'ai mes amis qui font du rétrofit. Ouais. Et il y a quoi, ça fait 2 ans. On est en 2022, donc 2021. J'ai fait du rétrofit 2 chevaux. Électrique sur le circuit de Tignes. Voilà, c'est ça, c'était Tignes. Ouais. Et donc, tu as piloté 2 chevaux électriques sur la glace. C'est canon. Je me suis éclatée comme je ne sais quoi. Donc ça, c'était super rigolo. Et tu te dis, 2 chevaux ou Méhari électrique, ça, c'est canon. Moi, j'adore. Et le bruit du bicylindre, il te manque pas, parce que c'est quand même une des caractéristiques de la 2 chevaux. Oui. C'est ce son tellement particulier, reconnaissable entre mille. Mais alors, en même temps, du sans bruit sur la glace, et ben c'est magique. Franchement, c'est magique parce que t'entends les crampons, t'entends les clous qui font le petit bruit, et je trouve ça magique. C'est sympa. Alors là, on était mélangé aussi avec du thermique, donc en même temps, tu entendais le bruit des thermiques qui arrivaient ou qui t'ont dépassé, ou toi tu arrivais sur eux. Donc ça m'a vraiment plu. Donc une petite voiture, genre même une Méhari électrique, ça me plairait bien. Donc budget, voilà. Après, j'aime bien, c'est ce que je te disais, une Ferrari 364 GTB. J'aime bien les voitures de rallye, une Stratos. Ah oui. Alors ça j'aimerais bien faire un rallye un jour à bord d'une Stratos. Parce que je pense que ça doit être magique. Entre le son, la vue... Avec le pare-brise panoramique, là. La vue que tu ne vois pas, oui, d'ailleurs. Parce que toi, t'es dans tes notes. Oui, et puis, en plus, c'est pas non plus énorme. Mais ça doit être magique. Ça, j'aimerais bien avoir une Stratos dans mon garage. Donc, tu m'as dit 4. Ouais, il t'en reste une. Il m'en reste une. Oh, bah, allez. 0 budget. Enfin, nos limites. On va mettre une 300 SL Papillon. Ouais, c'est beau. C'est élégant. Mais j'aime bien. Je l'avais mis dans mon garage idéal. C'est vrai, ouais. Après, c'est hyper difficile d'en choisir que 4 parce qu'il y en a tellement. Oui. Pour en rajouter. Mais je te reposerai la même question demain. Tu me donnerais peut-être 4 voitures différentes. Ouais, ça serait d'autres. C'est ça qui est marrant avec cette question-là. Ouais. Et toi ? Ah bah t'écouteras l'épisode numéro 50. D'accord. Bon. Épisode numéro 50. Avec Géraldine. C'est exactement, c'est chapitré. Donc tu peux directement passer aux 4 questions rituelles si tu veux, parce que le reste avant c'est pas très intéressant. Donc, mais on n'a pas terminé. Il reste la dernière question. Si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle ? Ah mais c'est impossible. Oui, je sais. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on dit les autres ? Ah mais tout le monde a trouvé une réponse, hein, donc. Une seule voiture, mais avec le. Donc en disant que toutes les thermiques sont autorisées, tout est. On s'affranchit des contingences comme ça. C'est une horreur. J'ai le droit de réfléchir et de te donner la réponse demain ? Ah non, je suis désolé, j'attends la réponse là maintenant.
On ne triche pas. Ah, mais c'est horrible, c'est horrible. C'est hyper stressant. Ah ben voilà, moi qui suis jamais stressée, t'as réussi à me mettre le stress pour trouver une seule voiture pour finir ma vie avec elle. Une voiture classique ou moderne? Comme tu veux. Je t'aide pas. Hein. Non. Si je te dis ma petite Mini que j'ai en ce moment, qui a déjà presque 200 000 km et que j'adore, et avec qui j'ai fait tout plein de voyages et j'ai tout plein de souvenirs, ce serait décevant de dire que juste une petite Mini. Bah, c'est un attachement sentimental. Ouais. Ça se défend. Voilà. Mais après, en historique, une voiture classique, il y en a tellement. Oh, c'est super difficile. Non, mais Après, ce serait sur peut-être pas forcément une voiture qui est complètement folle et que j'ai adorée parce que j'ai fait un rallye avec. C'est une De Tomaso Pantera. Ah ouais. Et ça, c'est un engin de la mort qui tue. C'est incroyable. La gueule, le son, voilà. C'est vrai. Et ça, ouais, je vais rester, tiens. Ouais, je vais t'en donner 2. Voilà, ma petite Mini de tous les jours, parce que elle m'a amené partout, elle m'emmène partout, je lui fais des bisous d'ailleurs pour la remercier. et en classique, une De Tomaso Pantera. Donc voilà, on lui demande une voiture, elle en colle 2. Ouais. Bon, bref, je suis Madame Plus, hein. C'est ça, Madame Demande Plus. à Robert. C'est plus. C'est pas Monsieur Propre, c'est Madame Plus. Bon, Cathy, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Tu es sur Instagram? Insta. Tu as une page Facebook? Oui, Insta, Facebook, LinkedIn. Ouais, je mettrai les liens dans la description. Voilà, donc essentiellement. Et puis un site internet aussi, www.cathydubuisson.com. Donc je te donnerai toutes les infos qu'il faut. Ça sera dans la description du podcast. Ouais, voilà. En tout cas, un grand merci. Mais merci à toi. C'était un plaisir en tout cas. C'était un plaisir partagé. Ah, super. Merci Cathy, à bientôt. Merci Vincent. Salut. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce 52e épisode d'Histoire d'Auto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite note, un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire remonter ce podcast dans les algorithmes. Vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les plateformes de podcasting et sur YouTube. Vous pouvez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Si vous voulez me contacter en direct, c'est histoiredauto au pluriel @gmail.com. Et enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. À bientôt et bonne route.